bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup pour cette introduction et surtout merci pour cette opportunité de présenter mes travaux offerts donc, par l'ONPE et l'IERDJ. En reprenant le sujet qui a été proposé pour aujourd'hui, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de choses à dire. J'essaierai donc d'être la plus concise et la plus précise possible. Évidemment, n'hésitez pas à l'issue de l'intervention à poser des questions si cela n'a pas été le cas. J'aime bien en général démarrer mes interventions par revenir sur le cadrage en termes de droit international des droits humains, puisque ça permet de mettre en perspective ce qui se passe au niveau national. Donc, de longue date, en droit international, il y a un principe qui concerne les enfants, c'est celui selon lequel la protection de l'enfant doit premièrement être assurée par les parents, par le milieu familial, et secondement, de façon subsidiaire, c'est-à-dire en cas de besoin, par l'État. Il y a un certain nombre de textes internationaux qui viennent proclamer ce principe, et notamment donc l'article 20 de la Convention internationale relative aux droits de l'enfant, qui vient dire que l'enfant, privé temporairement ou définitivement de son milieu familial, doit être protégé par l'État selon sa législation nationale. Je ferai ici une rapide parenthèse. L'expression enfant privé temporairement ou définitivement de son milieu familial en droit français concerne et désigne les MNA uniquement. Donc, quand vous voyez cette expression, on fait référence aux mineurs non accompagnés. Cet article 20, donc, il vient dire que c'est la législation nationale qui organise la protection, mais il vient quand même dire, déjà dresser une liste des possibilités de protection sans que cette liste ne soit ni hiérarchisée ni exhaustive. Et il vient aussi préciser en son troisième paragraphe que dans le choix entre les solutions de protection, il est dûment tenu compte de la nécessité d'une certaine continuité dans l'éducation de l'enfant ainsi que de son origine ethnique, religieuse, culturelle et linguistique. Outre cet article 20, s'appliquent également dans le choix de la protection les principes généraux de la Convention internationale relative aux droits de l'enfant, identifiés comme tels par le Comité des droits de l'enfant des Nations unies. C'est-à-dire que le choix de la protection doit être réalisé dans le respect du principe de non-discrimination, en tenant compte de l'intérêt supérieur de l'enfant. Cet intérêt supérieur de l'enfant doit être déterminé en tenant dûment compte des opinions exprimées par l'enfant en fonction de son âge et de son degré de maturité. Et il doit viser ce choix à garantir le droit à la survie, à la vie, à la survie et au développement de l'enfant. Ces principes issus de la CID ont été complétés par des lignes directrices adoptées par l'Assemblée générale des Nations unies en 2010, lignes directrices relatives à la protection de remplacement qui sont très riches et qui, pour le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, viennent notamment nous dire que la protection doit garantir le respect de la dignité de l'enfant et qui viennent aussi nous dire que les changements fréquents de cadre de protection nuisent au développement de l'enfant et à sa capacité à nouer des liens affectifs et donc devraient être évités. Euh, Qu'en est-il en France? Vous le savez, la politique de protection de l'enfance, depuis les lois de décentralisation, dépend de la compétence des départements. Et les lois de protection de l'enfance, depuis 2007, ont tendu à rendre le plus possible, à donner le plus possible la main aux départements sur cette compétence dans laquelle intervient, et c'est une particularité importante, énormément l'autorité judiciaire, puisqu'aujourd'hui, 75% des décisions de placement sont prises par l'autorité judiciaire de prise en charge, pas de placement. Euh, et donc, en fait, les départements déterminent, en fonction des spécificités de leur territoire, les moyens à mettre en œuvre et les structures d'accueil. C'est tout le principe de la décentralisation. Pendant longtemps, la prise en charge des mineurs non accompagnés s'inscrivait totalement dans ce fonctionnement, puisque selon que les territoires étaient concernés ou non par l'arrivée donc de mineurs non accompagnés, ils mettaient en place certaines structures, éventuellement sur certains territoires, où ils intégraient éventuellement ces mineurs dans des structures existantes aux côtés de mineurs nationaux, de mineurs domiciliés.
Cela a changé après une crise politique qui a eu lieu au début des années 2010 et qui a conduit à l'adoption de la circulaire du 31 mai 2013 qu'on a appelée ensuite circulaire Taubira du nom de la garde des Sceaux de l'époque et qui avait pour objectif de répondre à une demande forte des départements très concernés par l'arrivée de ces mineurs qui demandaient une répartition de la charge de l'accueil de ces mineurs, puisque les départements sont compétents en protection de l'enfance et ils la financent. Et il ne faut pas oublier que c'est un élément central ici. Donc à partir de 2013, on a tout un cadre juridique spécifique qui s'est mis en place pour les mineurs non accompagnés. Il existe aujourd'hui un statut spécifique du mineur non accompagné en protection de l'enfance. C'était tout l'objet de ma thèse. Et je vais y revenir ici sur deux aspects pour faire le lien avec donc le sujet protégé mais toujours nomade, les parcours contraints, les parcours résidentiels contraints des MNA en protection de l'enfance. Ils sont contraints parce qu'il existe donc un mécanisme de répartition. Et ce mécanisme de répartition, ce sera mon deuxième point, a conduit à séquencer la prise en charge de ces mineurs et a conduit à certaines pratiques des départements pour l'accueil de ces mineurs. En ce qui concerne la répartition, donc comme je vous l'ai dit, elle a été mise en place après une grande crise politique au début des années 2010. Et l'idée, c'était de mettre en place un mécanisme de solidarité entre les départements et un mécanisme aussi fondé sur la confiance entre départements, puisque le département évaluateur n'est pas nécessairement le département de prise en charge finale. Et donc la circulaire, elle a mis en place une première phase d'accueil, donc ce qu'on appelle la mise à l'abri des mineurs non accompagnés, qui dure pour la période pendant laquelle le mineur, le jeune, est évalué. On évalue sa minorité et son isolement. Je ne reviendrai pas ici sur les détails de cette évaluation puisque ce n'est pas l'objet de l'intervention et c'est un point assez dense. Et à l'issue de l'évaluation, si le jeune est reconnu mineur non accompagné par le département, il est ensuite orienté en fonction d'une clé de répartition qui aujourd'hui comprend un critère démographique, la population du département, le nombre de jeunes, donc mineurs non accompagnés et désormais jeunes majeurs pris en charge par le département, et un critère socio-économique en fonction des bénéficiaires de RSA dans le département en question. C'est la dernière version de cette clé de répartition depuis la loi du 7 février 2022. Concrètement, comment cela fonctionne en termes de procédure? Donc, le département reconnaît que le jeune est bien un MNA. Il saisit le procureur de la République, ce qui est classique en protection de l'enfance. Et à partir de ce moment-là, on va basculer vers une procédure spécifique. C'est-à-dire que le procureur de la République, donc du département où le jeune a été évalué, va saisir une cellule nationale de répartition, la mission mineur non accompagnée qui est placée auprès de la direction de la PJJ du ministère de la Justice, qui va proposer soit le maintien du jeune dans le département évaluateur, soit une orientation dans un autre département, qui va renvoyer sa réponse au procureur de la République. Et si le jeune doit être pris en charge par un autre département, le procureur du département évaluateur se dessaisit au profit du procureur de la République du nouveau département. Alors c'est un peu dense comme procédure, c'est assez complexe, mais donc à l'issue de ce dessaisissement, sera enfin saisi le juge des enfants, qui est le protecteur, l'institution protectrice des mineurs non accompagnés. Ce mécanisme, comme vous le voyez, donc, est particulièrement complexe et je ferai une série de 3 critiques sur le fonctionnement de ce mécanisme qui, déjà, en premier lieu, est dérogatoire du droit commun de la protection de l'enfance. Je vous l'ai dit, tout l'objet de ma thèse a été de démontrer que peu à peu, on a sorti les MNA du droit commun de la protection de l'enfance, alors qu'à un certain nombre d'égards, celui-ci demeurait assez approprié. Et ici, sur le mécanisme de répartition, ça se caractérise par le fait qu'on ne respecte pas les règles de compétence des départements et des juridictions qui sont établies par le Code de l'action sociale et des familles et par le Code de procédure civile, puisqu'en principe, selon le Code de procédure civile, un procureur de la République ne peut jamais se dessaisir au profit d'un autre parquet.
uniquement, seuls les juges des enfants ont la capacité de le faire au titre de l'article 1181, donc Code de procédure civile. Deuxième critique, c'est le fait que le mécanisme de répartition a connu un certain nombre de difficultés opérationnelles. Alors, je ne les listerai pas toutes aujourd'hui, puisqu'il y en a quand même un certain nombre, mais je reviendrai essentiellement sur trois. Tout d'abord, ce mécanisme de répartition ne couvre pas tous les mineurs non accompagnés. En effet, quand il est créé en 2013, on ne prévoit pas la possibilité pour les juges des enfants de saisir directement la cellule de répartition. Pourquoi c'est un problème? Parce que si le jeune n'est pas considéré comme MNA par le département à l'issue de l'évaluation, il peut toujours saisir le juge des enfants pour faire reconnaître sa minorité et son isolement. Donc, ça signifie que pour tous les déboutés de la prise en charge par les départements, une voie de recours est possible et cela concerne quand même un certain nombre de mineurs, même si malheureusement, je n'ai pas de chiffres très précis à vous donner sur ce point. La loi de 2016 a réparé ce défaut de la circulaire de 2013 et donc a donné la possibilité au juge des enfants de saisir la clé de répartition. Mais la mission AMNA a longtemps constaté dans ses rapports que les juges des enfants étaient soit réticents, soit également qu'ils n'avaient pas pris l'habitude d'utiliser ce mécanisme de répartition et qu'en fait, il était très peu utilisé dans ce contexte-là. Et en même temps, on peut aussi le comprendre puisque souvent les recours sont assez longs et sans doute que les juges des enfants ne souhaitaient pas rajouter encore du temps avant la prise en charge effective du jeune en passant par le mécanisme de répartition qui n'est pas toujours très fluide en raison de la surcharge des structures. Néanmoins, quand même, dans le dernier rapport de la mission mineurs non accompagnés, donc pour l'année 2022, il notait que quand même, les juges des enfants les saisissaient de plus en plus. La deuxième difficulté opérationnelle, c'est que le mécanisme, donc comme je l'ai dit, qui est censé être fondé sur la solidarité et la confiance entre les départements, ne l'est en fait pas vraiment. Et cela se traduit notamment par la multiplication de réévaluations par certains territoires. Il ne faut pas nécessairement généraliser, mais certains territoires ont pris l'habitude de réévaluer systématiquement lorsqu'un mineur leur était adressé. À la suite de la mise en œuvre de la clé de répartition. La loi de 2022 a prétendu les interdire. C'est désormais inscrit dans le Code de l'action sociale et des familles qu'il n'est pas possible de réévaluer. Néanmoins, le défenseur des droits, et je pense qu'il a globalement assez bien vu les limites de ce dispositif, était venu préciser au moment de l'adoption de la loi que les départements allaient tout simplement considérer que des éléments nouveaux rentraient dans l'appréciation de la minorité et allaient quand même conduire à reconnaître la majorité et que finalement cette interdiction de l'évaluation serait assez vaine. Et donc, ce qui conduit le plus souvent à reconnaître donc, que le mineur est finalement majeur ou non isolé, mais en général, c'est plutôt le premier critère. Et dans ces cas-là, soit le mineur se retrouve à la rue et disparaît, soit il retourne dans son premier département évaluateur, et dans ces cas-là, la clé de répartition est faussée. Et enfin, l'idée en 2010, quand on a créé cette clé de répartition, c'était de décharger les départements sur lesquels se concentraient le plus les arrivées, c'est-à-dire le nord de la France, l'Île-de-France et le sud-est, avec les départements proches de la frontière franco-italienne. Et quand on regarde aujourd'hui les pourcentages de répartition qui sont remis à jour tous les ans, les départements qui doivent accueillir le plus, ça reste ces départements-là. Donc en fait, même l'objectif initial de décharger, et aujourd'hui au regard du volume de jeunes accueillis pour l'année 2023, il me semble que les chiffres pour l'instant qu'on a, c'est environ 19 000 jeunes accueillis. Finalement, la charge de l'accueil, elle reste quand même très importante pour ces départements-là. Et enfin, troisième critique, et à mon sens la plus importante, c'est que le principe même de ce mécanisme de répartition pose problème du point de vue donc du principe d'intérêt supérieur de l'enfant que je vous ai présenté tout à l'heure, qui est une obligation en application de l'ACID. Je rappelle que l'autorité judiciaire, en application des articles 375 et suivants du Code civil, doit se prononcer
en assistance éducative en stricte considération de l'intérêt de l'enfant. C'est ce qui doit guider la prise en charge et le mécanisme. Dans ces premiers temps, n'y est pas parvenu puisque ce critère n'était pas rappelé par la circulaire de 2013 qui a conduit à son annulation par le Conseil d'État, qui est venu dire OK, on peut éventuellement imaginer un mécanisme de répartition, mais il faut qu'il soit fondé sur l'intérêt supérieur de l'enfant, sur l'intérêt de l'enfant, et il faut que ce soit le législateur qui prévoit cette clé de répartition et pas une circulaire ministérielle qui est censée rappeler le droit et pas en créer. Euh, donc, la loi de 2016 a confirmé ce mécanisme de répartition, est venue prévoir la clé de répartition et est venue préciser que la répartition doit se faire en fonction du principe d'intérêt de l'enfant. Et donc, c'est ce que fait la mission mineur non accompagnée. Elle doit évaluer l'intérêt de l'enfant. Mais on peut aussi se poser la question de l'effectivité de cette prise en compte de l'intérêt de l'enfant, puisque la mission ne rencontre pas le jeune par définition, qu'elle a à sa disposition essentiellement le rapport d'évaluation, qui est de qualité assez inégale selon les territoires. Cela a été signalé à de nombreuses reprises. Et le mineur n'a aucune possibilité de recours contre la décision de réorientation. Également, ça avait été souligné par Sarah Prisbill dans sa thèse de géographie sur le sujet. Elle disait très bien que le mécanisme, au regard du mécanisme, les MNA apparaissent comme des individus hors des lieux, dépourvus de liens ou de contacts. Et en fait, on vient à nouveau créer de la rupture dans un parcours qui a déjà été jonché de rupture. Les jeunes ont souvent connu un parcours migratoire souvent long, souvent traumatique. Et on vient encore ajouter de la mobilité, d'où l'intitulé de mon intervention aujourd'hui. Et surtout, cela vient poser un problème en termes d'accès aux droits, puisqu'en fait, ça signifie que pendant la mise à l'abri, le département, comme il n'est pas certain de se voir confier la prise en charge du jeune, ne va pas nécessairement mettre en œuvre des moyens adéquats pour commencer l'ouverture des droits, ce qui aura ensuite des répercussions sur la régularisation, puisque je rappelle qu'un jeune qui est pris en charge après ses 16 ans, doit justifier de 6 mois de formation professionnelle pour pouvoir prétendre à obtenir un titre de séjour. Donc, ce mécanisme de répartition est particulièrement complexe et insuffisant du point de vue des droits et de l'intérêt de ces enfants. Et il est venu, et c'est mon second point, il est venu créer un parcours résidentiel particulièrement contraint qui se fait donc en 2 étapes. D'abord, la mise à l'abri et ensuite la prise en charge. Pour ce qui est de la mise à l'abri, depuis 2013, il y a une participation forfaitaire de l'État pour donc financer cette phase de premier accueil. En 2013, on était à hauteur de 250 € par jeune et par jour, ce qui a amené à un montant total de 1 250 €, qui est resté a priori un prix de journée assez intéressant, sauf que un certain nombre de choses n'ont pas été prévues. Les frais relatifs à la réalisation de l'évaluation n'avaient pas du tout été anticipés. Les frais de transfert aussi d'un département à l'autre, et c'est toujours le cas aujourd'hui d'ailleurs, ne sont pas prévus. Et en 2017, un rapport sénatorial venait constater que la participation forfaitaire ne représentait a priori qu'une dizaine de pourcents de la charge financière réelle de cette phase de mise à l'abri et d'évaluation. À nouveau, une crise politique en 2017 et 2018, due notamment à la hausse importante du nombre d'entrées dans les dispositifs de protection de l'enfance, a conduit l'État à augmenter cette participation forfaitaire. Alors, c'est un peu plus détaillé qu'avant. On a 500 € pour l'évaluation, 90 € par jour et par jeune pendant 14 jours, puis 20 € par jour et par jeune pour 9 jours supplémentaires. On arrive à un total de 1 940 €, soit à peu près 700 € de plus pour une durée de prise en charge qui a quasiment quintuplé. On passe de 5 jours à 23 jours et avec un pôle de dépenses prévu pour l'évaluation. À ce jour, donc, la participation reste en fait une participation avec des frais qui restent importants pour les départements et qui les obligent et qui les placent dans un dilemme. Soit ils essayent d'accueillir le plus possible de mineurs en mise à l'abri, puisque ça reste une obligation,
soit ils décident d'accueillir moins de mineurs dans de meilleures conditions. Et toute la question de l'hôtel a été posée notamment à la suite de la publication d'un rapport de l'IGAS en 2021 qui montrait bien que l'hôtel était essentiellement utilisé en mise à l'abri pour ce public-là. Et donc la loi du 7 février 2022 est venue l'interdire. Sauf que non, pas pour la mise à l'abri. L'une des dérogations de la loi, c'est la mise à l'abri. Et la mise à l'abri, c'est un terme qui, encore une fois, n'est utilisé que pour le public MNA. Le rapport de l'IGAS, il venait aussi dire qu'en moyenne, on était à un prix de journée de 77 euros par jour, ce qui donne une indication assez intéressante qu'on va mettre ensuite en perspective sur la partie prise en charge. Pendant ma thèse, l'une de mes grosses difficultés, ça a été d'avoir accès à un certain nombre de données, notamment d'avoir une appréciation réelle des prix de journée pendant la prise en charge. Pour essayer de solutionner cette difficulté, j'ai croisé un certain nombre de données à partir de cahiers des charges qui ont été mis en ligne sur le site Infomi. Alors, ce n'est pas une solution idéale et complètement enfin complètement exhaustive, mais qui quand même permet d'avoir un aperçu de ce qui se pratique. Et notamment, je me suis concentrée sur les cahiers des charges publiés dans les départements où il y avait l'un des plus gros pourcentages de répartition. Donc, ça veut dire des départements qui accueillent beaucoup. Et, euh, et donc, à l'étude de ces cahiers des charges, déjà, il apparaît que la prise en charge est distinguée selon que le mineur est pris en charge avant ses 16 ans ou après ses 16 ans. Avant ses 16 ans, on est plutôt sur les structures collectives de type MEX ou éventuellement de l'accueil en famille d'accueil. Ça dépend énormément des spécificités du territoire, de ses habitudes aussi de fonctionnement. Dans ces cas-là, dans les cahiers des charges, on était entre 120 et 160 euros à peu près de prix de journée. Après 16 ans, on était soit sur de l'hôtel, mais a priori, désormais, sur cette partie-là, c'est interdit, sauf exception pour 2 mois. Euh, et sinon, on est plutôt en fait sur des structures de semi-autonomie et de plus en plus. Et là, on est j'avais repris pour un article récent ce travail sur les cahiers des charges. Et pour les 8 qui avaient été recensés sur le site Infomi entre 2020 et 2022, on était sur un prix de journée moyen de 70 euros. On est donc en deçà du prix moyen constaté par l'IGAS sur les hôtels en 2021. Et effectivement, l'un des risques suite à l'interdiction de l'hôtel de 2022, c'est qu'on n'est pas venu imposer au département de garantir un minimum en termes de prise en charge, de suivi éducatif à proposer. Et en fait, on va passer sur des structures de semi-autonomie qui présentent les mêmes problématiques en termes d'entretien, en termes d'accompagnement éducatif qui peut être proposé. Et également, il faut préciser que même si le jeune arrive avant ses 16 ans, euh, en sachant qu'en 2022, les jeunes entrés à 16 et 17 ans représentaient 75% des entrées, quand même une large majorité. Donc même s'ils sont arrivés avant 16 ans, ils passent en général vers ces structures de semi-autonomie à un moment donné de leur parcours. Et donc, encore une fois, les parcours résidentiels se poursuivent et demeurent particulièrement contraints. J'en terminerai simplement par dire que donc, les évolutions récentes apportées par la loi de 2022 apparaissent, du point de vue du sujet traité aujourd'hui, assez insuffisantes pour garantir la qualité de la prise en charge, pour rentrer vraiment dans le respect des principes que j'ai énoncés en introduction, le respect de la dignité. euh, Limiter le plus possible les ruptures des jeunes et les ruptures dans les parcours, excusez-moi, et dans les placements et garantir leur intérêt véritablement. Donc finalement, on vient encore une fois rajouter du déplacement à des jeunes qui ont déjà été déracinés et on ne leur permet pas toujours de réellement se poser. Je vous remercie.